Bonjour tout le monde. On va voir dans cette vidéo les anémies hémolytiques congénitales et on va commencer avec la bêta-thalassémie. Dans la précédente vidéo, on a vu l'hémolyse et on a dit qu'il y a l'hémolyse physiologique qui est compensée par l'érythropoïèse. Donc, quand le globule rouge arrive à 120 jours, c'est sa durée de vie. Donc, il y aura une destruction des globules rouges et cette destruction elle sera compensée par l'érythropoïèse. Il y a l'hyperhémolyse pathologique. L'hyperhémolyse ou bien l'hémolyse pathologique, qui est due soit à un problème corpusculaire, qui est généralement une anomalie de l'un des constituants des globules rouges, ou bien un problème extracorpusculaire, c'est-à-dire il y a un problème de l'extérieur. Les problèmes ou les causes corpusculaires, généralement, c'est des causes congénitales. Il y a une anomalie héréditaire qui peut toucher l'hémoglobine, comme elle peut toucher la membrane ou bien les enzymes. Les enzymes, c'est les déficits enzymatiques plus fréquents, c'est GSPT, PK. L'anomalie de la membrane la plus fréquente, c'est l'amassage ou microsphérocytose héréditaire ou maladie de Minkowski-Schoffard. Et l'anomalie de l'hémoglobine, donc on a deux types. Soit une anomalie qualitative, c'est la qualité c'est l'hémoglobine qui n'est pas de bonne qualité. Donc il y aura la synthèse d'une autre hémoglobine anormale, essentiellement la drépanocytose. Et soit un problème quantitatif, c'est-à-dire un déficit dans la synthèse de l'une des chaînes de l'hémoglobine, et ça donnera des syndromes thalassémiques, que ce soit alpha-thalassémie ou bien bêta-thalassémie. Aujourd'hui, on va voir les bêta-thalassémies. Donc, avant d'entamer la bêta-thalassémie, on doit faire un rappel sur l'hémoglobine. On a fait un rappel sur le globule rouge, donc dans le cours de l'hémolyse. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi l'hémoglobine. L'hémoglobine représente le constituant le plus important des globules rouges. Son rôle, c'est le transport de l'oxygène. Il est formé, sa structure, donc il a une structure. Donc il y a de l'hème et il y a des chaînes de globine. Donc quatre chaînes de globine qui sont identiques, donc formées de quatre chaînes polypeptidiques toujours, donc soit de alpha, de bêta, deux chaînes identiques. Donc deux chaînes, deux paires de chaînes identiques. Voilà. Et dans chaque chaîne, il y a de l'hème. L'hème, c'est-à-dire le noyau tétrapyrolique qui fixe du fer bivalent, qui est capable de transporter de l'oxygène. Pour la synthèse de l'hémoglobine, il y a différentes hémoglobines qui existent au niveau du corps. Donc, on va expliquer ça par la synthèse des différentes chaînes, donc des chaînes de globine. Dans la vie fœtale ou bien la vie intra-utérine, il y a les chaînes alpha et il y a les chaînes non alpha. Donc, il y a deux types de chaînes. Il y a les chaînes alpha, il y a les chaînes non alpha. Les chaînes alpha donc sont produites dès les premières semaines de la vie intra-utérine. Voilà, et ça reste constante. La synthèse reste constante même après la naissance et à l'âge adulte. Voilà. Pour la chaîne non alpha, on a d'abord la synthèse. On va pas donc rentrer dans trop dans les détails, mais il faut dans la vie fœtale, il y a surtout la chaîne, dans les chaînes non alpha, c'est la chaîne gamma qui est synthétisée en excès. Ce qui va donner donc deux chaînes alpha avec deux chaînes gamma, qui est l'hémoglobine fœtale. Et ensuite, après la naissance, c'est la chaîne bêta qui prend le relais, au lieu de la chaîne gamma. Donc voilà la synthèse de différentes chaînes de globine. Donc chaîne alpha, il y a les chaînes non alpha. Les chaînes alpha donc sont synthétisées d'une façon constante. Les chaînes non bêta dans la vie intra-utérine, c'est la chaîne gamma qui sont synthétisées. Ensuite, après la naissance, c'est les chaînes bêta qui prennent le relais. C'est pour ça
nouveau-né ou bien la vie intrafœtale, c'est l'hémoglobine fœtale qui est en excès, c'est-à-dire 2 alpha et 2 gamma. D'accord. Ensuite, les gamma, il y a diminution des gamma et c'est les bêta qui vont prendre le relais. Donc, on aura de alpha 2, bêta 2, c'est-à-dire l'hémoglobine adulte, qui est majoritaire chez l'adulte de 97%. Donc, c'est comme ça. C'est ça la synthèse. Il y a une autre chaîne non bêta qui est synthétisée, qui est delta 2. Donc, on aura alpha 2, delta 2, qui est l'hémoglobine A2, qui est petite quantité, donc 2 à 3%. Mais ce qu'il faut retenir, s'il y a l'hémoglobine, c'est une molécule qui est formée de deux paires de chaînes de globine identiques, donc deux chaînes alpha et deux chaînes non alpha. Dans la vie fœtale, donc on a les gamma, donc ce qui va donner deux chaînes alpha, deux chaînes gamma, c'est l'hémoglobine fœtale qui est majoritaire chez le fœtus. Ensuite, après la naissance, il y a diminution de l'hémoglobine F, parce que le gamma, c'est les bêta qui vont prendre le relais au lieu des gamma, donc on aura alpha 2, bêta 2, c'est l'hémoglobine A normale chez l'adulte qui est majoritaire de 97%. Ça, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ça, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine chez l'adulte. Chez l'adulte, on a majoritairement de l'hémoglobine A, parce qu'il y a différents types d'hémoglobine. Les plus fréquentes, donc chez l'adulte, c'est l'hémoglobine A, ce qu'il faut retenir, et chez le nouveau-né, le fœtus, c'est l'hémoglobine F. Il y a l'hémoglobine A2, qui est alpha 2, delta 2, qui est de 2 à 3% chez l'adulte. Donc voilà pour les formules moléculaires de l'hémoglobine humaine. Donc chez l'adulte, l'hémoglobine A, elle est de 97%, hémoglobine F, elle est trace, donc inférieure à 1%, hémoglobine A2, elle est entre 2 à 3%. Ça, c'est à retenir l'hémoglobine, l'électrophorèse de l'hémoglobine chez l'adulte. Pour les chaînes alpha, et il y a les chaînes bêta. Les chaînes bêta sont, donc c'est le chromosome 11 qui commande la synthèse de la chaîne des chaînes bêta. Et le chromosome 16 qui commande la synthèse des chaînes alpha. On a 141 acides aminés dans la chaîne alpha et 144 acides aminés pour les chaînes bêta. Donc voilà. Ça, on a vu déjà les causes de l'hyperhémolyse. Pour l'hémoglobinopathie, donc, soit il y a un problème au niveau de ces chaînes, donc un déficit, donc un problème quantitatif, ce qui va donner le syndrome thalassémique. S'il y a un déficit ou diminution de la synthèse des chaînes bêta, c'est la bêta-thalassémie. S'il y a un déficit ou diminution de la synthèse des chaînes alpha, donc c'est l'alpha-thalassémie. S'il y a un problème, donc il y a une autre hémoglobine anormale qui est synthétisée par une mutation, s'il y a une mutation au niveau des deux chaînes ou bien au niveau de l'un de ces chaînes, donc on aura une synthèse d'une hémoglobine autre, anormale. Donc l'exemple le plus fréquent, c'est le syndrome drépanocytaire. Donc pour la bêta-thalassémie, comme on vient de l'expliquer, donc c'est une anémie hémolytique congénitale, donc c'est héréditaire. Voilà, absence ou diminution de la synthèse de chaîne de globine bêta. Donc il y a un problème puisque c'est le chromosome 11 qui commande la synthèse de la chaîne bêta. Donc soit il y a un problème au niveau, donc déficit total, donc il y a pas de synthèse de bêta et une mutation, parce qu'il y a différents types de mutations. Parfois, on a des mutations qui donnent que la chaîne bêta ne sera pas synthétisée. Du coup, on aura bêta 0. Donc, il n'y a pas de chaîne de bêta. S'il y a d'autres mutations, donc on peut avoir synthèse minime de bêta, on parle de bêta plus. Mais les deux, pour qu'il y ait la maladie, parce que la bêta-thalassémie, elle est transmise selon le mode autosomique récessif. C'est-à-dire, il faut que les deux parents soient hétérozygotes. Ça obéit au... Donc, vous avez vu déjà ça dans,
en génétique, donc transmission autosomique récessive, il faut qu'il y ait les deux allèles d'ADN qui sont atteintes. C'est-à-dire que la maladie doit être, donc les deux parents doivent être hétérozygotes. Hétérozygote, c'est-à-dire il est porteur de la maladie, mais il n'est pas malade puisqu'il y a allèle qui est fonctionnel. Donc, il y a de la chaîne bêta qui est synthétisée. Mais quand il y a une anomalie des deux chaînes, donc on parle de bêta-thalassémie homozygote, c'est la maladie là où il y a les manifestations cliniques. Donc, si on fait les différentes probabilités, c'est on a deux parents hétérozygotes, donc on a 25% que l'enfant soit sain, 25% qu'il soit malade et 50% qu'il soit hétérozygote porteur. C'est pour ça, pour poser le diagnostic, il ne suffit pas de faire que l'électrophorèse de l'enfant. Il faut faire, pour confirmer, l'électrophorèse des deux parents. Il faut que les deux parents soient hétérozygotes pour confirmer le diagnostic. Donc ça, c'est un point qui est très important. Pour l'épidémiologie, la fréquence, donc bêta-thalassémie, elle est fréquente, ce qu'on peut dire en épidémiologie, elle est fréquente dans le pourtour méditerranéen. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Elle est fréquente en Algérie également. Sur le plan physiopathologique, quand on a un déficit en chaîne bêta, qu'est-ce qu'on aura? Donc, absence de la ou diminution de la synthèse de la chaîne bêta. Il y aura automatiquement augmentation des chaînes alpha. Donc, il n'y a pas de bêta, il y a augmentation des chaînes alpha. Donc, du coup, les chaînes alpha, donc en excès, il y aura une précipitation des globules rouges dans la moelle. Donc, ça va donner une érythropoïèse inefficace au niveau de la moelle. Toute érythropoïèse inefficace, c'est-à-dire l'hémolyse, destruction de des globules rouges produites. Donc, hémolyse au niveau périphérique qui est responsable de l'anémie. Donc, de ce mécanisme, puisqu'il n'y a pas une érythropoïèse efficace, c'est la moelle qui va essayer de compenser pour synthétiser de l'hémoglobine. Le corps a besoin d'hémoglobine. Donc, il y aura une hyperplasie érythroblastique. Et hyperplasie au niveau des os plats, responsable des déformations squelettiques, une érythropoïèse extramédulaire. Parce que parfois, on a de l'érythropoïèse au niveau médulaire, au niveau des organes lymphoïdes centrales qui est la moelle osseuse. D'accord? Si on n'a pas, donc parfois, il y a des zones ectopiques de synthèse de l'hématopoïèse. Parce que la moelle ne suffit pas, donc il y aura la formation d'autres foyers, ce qu'on appelle l'érythro-extramédulaire. Donc non, ça c'est des foyers ectopiques et également il y a d'autres organes, donc c'est la moelle ne suffit pas, donc il y a la rate également qui va prendre le relais ou le foie. Donc on aura une hépato-spllénomégalie. Voilà, du coup on aura une surcharge en fer. Dans la bêta-thalassémie hétérozygote, donc une augmentation de la synthèse de la chaîne alpha. Donc voilà, pour excès en chaîne alpha, donc il y a une précipitation des chaînes en excès. Du coup, il y aura une érythropoïèse qui est inefficace, qui va donner de destruction donc qui va aboutir à la destruction des globules rouges synthétisés, donc anémie. Voilà. Le sang, il va être séquestré parce qu'il n'est pas de bonne qualité. C'est la rate qui va épurer le sang, donc il y aura de l'hémolyse. Donc quand il y a l'anémie, on va transfuser. Donc il y aura une surcharge en fer. Voilà. Quand il y a chaîne alpha, donc il y a augmentation de chaîne. Il y a augmentation des chaînes non, les autres chaînes non bêta, donc il y a l'hémoglobine F qui va augmenter. Et l'hémoglobine F a une caractéristique qui est l'augmentation de l'affinité en oxygène, donc augmentation de l'érythropoïétine, c'est l'élément plus important pour l'érythropoïèse. Voilà, donc ça va donner une prolifération de la masse, donc la moelle, elle va essayer de compenser. Donc il y aura une hyperplasie médulaire, ce qui va donner, donc puisque la moelle c'est au niveau de l'os, donc il y aura une prolifération de la masse érythroïde, donc lésion squelettique, parce qu'il y a augmentation, c'est à l'intérieur des os que la moelle elle est hyperactive. Du coup, même il y aura le foie et la rate qui vont prendre le relais, et comme on l'a déjà précisé, il y a l'apparition d'autres foyers ectopiques.
l'apparition peut-être d'autres foyers quand la moelle ne suffit pas, le foie n'est la rate, donc il y a d'autres foyers qui vont apparaître comme on va les qualifier de tumeurs. Donc voilà pour la physiopathologie, pour bien comprendre la bêta-thalassémie. J'espère que ça a été clair. Pour les formes cliniques, on a la forme homozygote ou bien la forme hétérozygote. La forme homozygote, on a la forme majeure ou bien la maladie de Cooley. Il y a la forme intermédiaire, donc c'est une maladie qui est atteinte homozygote, mais elle est moins sévère que le majeur. Ça, c'est selon l'expression clinique. Il y a des bêta-thal qui sont sévères, donc, il se manifeste dès le premier mois de vie. Donc, il est transfusion dépendante. Donc, ça, c'est des formes sévères, ce qu'on appelle la maladie de Collet. Il y a des formes moins sévères. Ils sont homozygotes, mais ils sont moins sévères. Ça, la classification selon la sévérité clinique. Donc, ils sont pas transfusion dépendantes. Donc, c'est transfusion ponctuelle. C'est les formes intermédiaires. Ces deux formes sont homozygotes, mais selon l'expression clinique, donc ça diffère selon l'expression clinique, soit majeure, expression qui est sévère, soit intermédiaire. Bêta-thalassémie hétérozygote, donc elle est porteur et n'est pas malade, donc c'est des sujets qui sont asymptomatiques. Comment elle va se manifester? Donc, on a déjà parlé de la pseudo-polyglobulie microcytaire. Donc, augmentation exclusive des globules rouges avec une microcytose VGM qui est normale. Voilà, quand on fait l'électrophorèse d'hémoglobine, pour la bêta-thalassémie hétérozygote, l'électrophorèse, ça c'est à retenir. L'électrophorèse, elle est normale, sauf que l'hémoglobine A2, qui est alpha 2 delta 2, supérieure à 3,3%. Voilà. Donc, pour la maladie de Collet, ou bien la maladie de Collet ou bêta-thalassémie homozygote, donc on a les manifestations cliniques qui apparaissent après quelques mois de vie chez le nourrisson. Donc, ils vont se manifester dès les premiers mois de vie. Donc, ça signe la sévérité de la maladie. C'est pour ça qu'on parle d'un bêta-thalassémie homozygote majeure. Qu'est-ce qu'on aura sur le plan clinique? Donc, qui dit anémie dit pâleur cutanomiqueuse. Hémolyse, donc il y a de l'ictère. Donc, on a dit que l'hématopoïèse, elle va être reprise par les autres organes hématopoïétiques. Donc, on aura de l'hépatosplénomégalie. La splénomégalie également, elle est due à l'hémolyse. Voilà. L'hyperplasie, donc, puisque la moelle, elle va essayer de régénérer, il n'y a pas problème au niveau de la moelle. C'est un problème d'hémoglobine. Donc, c'est au niveau de l'hémoglobine. Donc, l'anémie, elle est régénérative. Donc, la moelle, elle va essayer de régénérer. Du coup, il y a une hyperplasie, une hyperactivité de la moelle au niveau, puisque la moelle, c'est au niveau des os, et il y aura une déformation des os. Donc, ça donne l'aspect mongoloïde, c'est-à-dire la région molaire sont élargies, la base du nez la base du nez est aplatie. Il y a un hypertélorisme, c'est-à-dire augmentation de la distance entre les deux yeux et protrusion des maxillaires supérieurs. Donc ça, c'est l'aspect caractéristique mongoloïde des bêta-thal. Si les bêta-thal, dès qu'on voit leur faciès, donc c'est caractéristique. Il est caractéristique, donc ça donne cet aspect. Il y a l'hypertélorisme, donc élargissement, aplatissement de la base du nez. Donc l'hypertélorisme, voilà, c'est ça, déformation. Et qu'est-ce qu'on aura? L'aspect en brosse, ça c'est l'aspect en brosse. L'aspect en brosse, c'est dû à l'hyperplasie des os. Donc voilà, la radio, ça montre poil de rose, c'est l'image pathognomonique. C'est l'image pathognomonique, c'est l'image en brosse de bêta-thalassémie. Il y a un retard staturo-pondéral et net parce que l'érythropoïèse, elle est inefficace. Il n'y a pas de l'hémoglobine, donc il n'y a pas d'oxygène, assez d'oxygène. Et il y a un développement psychomoteur qui est normal. Sur le plan biologique, ça c'est l'aspect clinique. Sur le plan biologique, donc cliniquement, avant la clinique, circonstances découvertes, le patient il vient pour des transfusions. À chaque fois, il est transfusé. Il a un aspect, un faciès particulier. Par exemple, il hémolyse, donc il y a de l'ictère, il a de l'anémie, donc ça, tout ça, il a un contexte particulier, donc il y a des antécédents, donc un cas similaire de l'un de ses frères.
Donc, il y a un cas similaire dans la fratrie. Il y a un cas similaire dans la famille. Un parent qui est connu pour bêta-tal hétérozygote. Donc, voilà les circonstances. C'est pour ça il faut un interrogatoire. Il faut dire que le mariage est consanguin ou non, issu d'une famille. Donc, est-ce qu'il y a des cas similaires dans la famille ou non? Ça, l'interrogatoire, il est obligatoire. Ensuite, un examen clinique qui est minutieux. On a la triade hémolytique qui est la pâleur, l'ictère et la splénomégalie. Et les autres signes associés, c'est essentiellement les déformations, surtout au niveau du crâne, avec un aspect qui est mongoloïde. Et au niveau de la radiologie, c'est l'aspect en poil de brosse. Voilà. Ensuite, on a la clinique. La clinique, logiquement, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une anémie qui est sévère. Hypochrome microcytaire, elle est très régénérative. Elle est régénérative. Je ne vais pas dire très régénérative, c'est très bien qui est très régénérative. Donc elle est régénérative. Il y a une hyperleucocytose modérée d'entraînement, ou bien il y a, puisqu'il y a de la régénération, qu'est-ce qu'on aura? Au niveau du protéine, parmi les signes de régénération, il y a des érythroblastes. Donc il y a l'érythroblastose, il y a la myélémie, il y a. Donc, les érythroplastes sont des cellules qui sont nucléées. Donc l'automate, comment il va les calculer? Donc il va les prendre pour des lymphocytes. Donc il va les calculer comme des globules blancs. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on aura à la formule? Donc on aura des globules blancs. C'est le taux de globules blancs réel avec le taux d'érythroplastes rajouté. Donc pour faire le taux de globules blancs corrigé, on doit soustraire le pourcentage des érythroblastes. Parce que n'appartient pas à la lignée granuleuse. C'est pas des globules blancs ou bien des lymphocytes ou bien des monos. Donc, on doit soustraire les érythroblastes acidophiles après avoir fait un frottis sanguin. Donc, on aura un pourcentage d'érythroblastes, par exemple 3%, on va les multiplier sur les globules blancs et on va les soustraire des globules blancs. Et ça, ce qu'on appelle le taux de globules blancs corrigé. Ça, c'est la première cause de l'hyperleucocytose modérée. Donc, il y a l'érythroblastose, donc faux taux de globules blancs. Et il y a également l'entraînement, puisque la moelle, elle produit, elle essaie de compenser. Taux de plaquettes qui est normal ou légèrement augmenté également dans l'entraînement. Frottis sanguin, qu'est-ce qu'on a? C'est des globules rouges de mauvaise qualité. Il y a une mauvaise hémoglobinisation. Il n'y a pas synthèse d'hémoglobine, elle n'est pas efficace. Donc, il y aura des déformations des globules rouges. Ce qu'on appelle anomalie de forme, donc une paukylocytose. On peut avoir tout genre de forme. Donc, on peut avoir des ovalocytes, des dacryocytes, des schizocytes, voilà, donc des macrocytes, des microcytes, etc. Donc voilà, vous voyez, là c'est un signe de régénération, c'est des érythroblastes acidophiles qui sont passés au niveau du sang. On revient donc, puisqu'on a fait anémie, elle est régénérative, il y a deux causes quand il y a une régénération. Soit il y a un problème d'hémolyse, soit il y a un saignement. Le patient, il saigne. On va voir ça dans les conduites à tenir devant une anémie. Donc, quand il y a une anémie régénérative, donc ça, c'est les deux problèmes. Si on a une anémie régénérative, c'est soit un problème d'hémolyse, les globules rouges sont détruites, ou bien le patient, il saigne. C'est ça les deux causes d'une anémie régénérative. Donc, le patient ne saigne pas, donc c'est de l'hémolyse. Qu'est-ce qu'on doit faire pour confirmer notre hémolyse? Un bilan d'hémolyse qui comporte donc une bilirubine indirecte qui est élevée, LDH qui est élevé, un fer serré qui est augmenté. Donc ça, c'est le bilan d'hémolyse et bien sûr l'aptoglobine qui est diminuée. Donc, on est devant une anémie hémolytique avec bilan anémie hémolytique. Anémie régénérative, on fait bilan d'hémolyse, donc c'est une anémie hémolytique. Et l'enfant, c'est un enfant, il y a les déformations, donc je suspecte une maladie congénitale. Donc qu'est-ce que je dois faire? La première cause et la plus fréquente, c'est une anomalie de l'hémoglobine. Donc je dois faire une électrophorèse de l'hémoglobine pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hémoglobine. Est-ce que l'hémoglobine qui est synthétisée est normale ou bien anormale? Donc voilà. Quand on fait l'hémoglobine, l'électrophorèse d'hémoglobine, puisque c'est une forme majeure, donc il n'y a pas d'hémoglobine A qui est synthétisée. Il n'y a pas de chaîne bêta, donc il n'y a pas alpha 2, bêta 2. Donc zéro hémoglobine A. Hémoglobine A2, puisqu'il n'y a pas de bêta, donc il y a un excès en alpha, et c'est les non-bêta, les non-alpha, les autres fractions non-alpha qui vont prendre le relais. Du coup, on aura de l'hémoglobine F.
Donc, au lieu que la bêta soit synthétisée, c'est les gamma qui vont prendre le relais. Donc, voilà, qui sera majoritaire. Et donc ça, c'est l'électrophorèse de bêta-tal homozygote. Donc, on a l'hémoglobine A0, hémoglobine A2 normale augmentée, hémoglobine F qui est majoritaire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour confirmer notre diagnostic? On doit faire l'électrophorèse des deux parents. Des deux parents. Et qu'est-ce qu'on doit trouver? Donc, les deux parents doivent être hétérozygotes, bêta-tal hétérozygote. Donc, c'est-à-dire bêta-tal, qui dit bêta-tal hétérozygote, à la formule, on a une pseudo-polyglobuline microcytaire, et si on fait une électrophorèse d'hémoglobine, elle est normale, sauf que la A2, elle est supérieure à 3,3%. Donc voilà, on a confirmé, notre patient, il est bêta-tal. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire le bilan des complications. C'est quoi le bilan des complications? Donc, quelle est l'évolution et les différentes complications qui peuvent survenir en cas de bêta-thalassémie? Qui dit hémolyse, dit hypersplénisme. Donc, on peut avoir aggravation de l'anémie puisqu'il y a l'hypersplénisme. La rate, elle va être augmentée de taille. Donc, elle va consommer tout ce qui va passer. Donc, on aura une aggravation de l'anémie. Puisque la rate, elle va être, donc elle va s'occuper beaucoup plus de l'hémolyse. Donc il y aura de l'infection. Donc il y aura favorise les infections, donc l'hémolyse, hyperhémolyse, elle va favoriser. Donc il y aura le patient, il va être susceptible. Donc c'est un terrain pour les infections. Donc surtout les infections aux germes encapsulés ou bien hémophilus. À l'origine, donc, il y a l'hyperhémolyse, l'hémolyse. Qu'est-ce qu'on a? C'est des pigments qui vont être sécrétés de la bilirubine. Qu'est-ce qu'on aura? Une lithiase biliaire parce que la bilirubine est synthétisée au niveau de la bile. Donc, du coup, il y aura lithiase biliaire et ulcère de jambe. Donc, ça, c'est les complications de l'hyperhémolyse. L'hyperactivité médulaire, donc, on a déjà précisé ça, formation de tumeurs érythroblastiques. C'est d'autres foyers de synthèse d'érythropoïèse, Et surtout, on peut voir ça dans la colonne vertébrale. Donc, c'est des tumeurs qui vont se développer. Donc, au niveau de la colonne vertébrale, parfois, ils sont responsables de compression médulaire. Ils vont toucher la moelle épinière. Ils vont donner tableau de compression médulaire. Et bien sûr, la complication la plus redoutable chez le bêta-tal, c'est la surcharge en fer. Parce que le bêta-tal, il va être, donc l'hyperhémolyse, il y a le fer qui est sécrété. Donc, du coup, il y aura une hyperabsorption du fer. Donc ça, c'est une caractéristique. En cas de hémolyse plus importante, surtout dans le bêta-thalassémie, il y aura une augmentation de l'absorption du fer et les transfusions. Donc ces trois, ils vont donner une surcharge en fer. Qui dit surcharge en fer dit hémochromatose. Le fer peut se poser n'importe où. Donc au niveau cardiaque, elle va donner insuffisance cardiaque. Une hémochromatose cardiaque, elle va donner une insuffisance cardiaque jusqu'à l'insuffisance cardiaque congestive. Au niveau du foie, elle va donner des cirrhoses jusqu'à la cirrhose. Au niveau endocrinien, si elle dépose au niveau du pancréas, elle va donner diabète. Sur la thyroïde, elle va donner dysthyroïdie. Si on a du fer au niveau de l'hypophyse, etc., on aura de l'hypopituitarisme, de l'ostéoporose, dysparathyroïdie, des troubles gonadiques, c'est au niveau génital. Donc, le fer, il peut déposer dans n'importe quel organe et il va donner une complication de ces organes. Donc voilà la complication la plus redoutable de la bêta-thalassémie. Donc pour les autres formes, donc intermédiaire, c'est même tableau clinique, mais il est moins bruyant. C'est-à-dire, elle apparaît plus tardivement, c'est pas les premières fois, parce qu'il y a un peu de chaîne bêta, c'est une mutation qui est gentille, il y a un peu de bêta qui est synthétisée. Donc le tableau clinique, il est moins bruyant. Il y a une triade hémolytique chronique, donc il y a la pâleur, il y a l'ictère, il y a la splénomégalie. Des formations sont pas aussi prononcées, donc sont modérées. La différence également, c'est l'hémoglobine qui est entre 7 et 9, donc il n'y a pas vraiment une dépendance transfusionnelle comme la maladie de Collet.
mais ça reste une forme homozygote. Et il y a l'indépendance transfusionnelle. C'est ça, c'est le même tableau. Pour faire la différence, c'est surtout la découverte qui est plus tardive, parce qu'il y a un peu de chaîne bêta qui est synthétisée. Donc, tableau clinique qui est moins bruyant, triade hémolytique, déformation qui est modérée, hémoglobine qui est aux alentours de 9, 7, 9 qui est compatible avec la vie, et indépendance transfusionnelle. Pour la mineure hétérozygote, elle est asymptomatique, elle est porteur, il y a la pseudoproglobulée et alpha 2 qui est supérieur à 3,3%. Donc, si on résume les complications, donc on a les complications qui sont dues à la transfusion. Donc, c'est des transfusions. On va transfuser, on va donner du sang pour compenser le déficit. Donc, quelles sont les complications de la transfusion? On va voir ça en détail dans le cours de la transfusion. On aura une surcharge en fer parce que le sang il va apporter du fer. La première des choses. On a une sérologie, donc il y a le risque des infections virales. Hépatite B, de l'HIV, l'hépatite... et il y a donc ça c'est pour et il y a les réactions donc etc. Et risque voilà d'immunisation. Pour les complications liées à la transfusion, donc le maître c'est surcharge en fer. Deuxième des choses, qu'est-ce qu'on aura? Le fer qui va se déposer dans n'importe quel organe au niveau central, donc au niveau des organes donc endocriniens central. Donc les organes endocriniens centraux, il va donner de l'hypopituitarisme. Elle peut donner au niveau de la thyroïde l'hypothyroïdie, parathyroïdie, elle peut donc se déposer dans différents tissus endocriniens. Donc il va donner différentes pathologies endocriniennes, même diabète, problèmes gonadiques, etc. Donc il y aura de l'hyperplasie des os, donc la déformation, et on a les sites ectopiques, donc les tumeurs. Voilà. Pour les autres causes, donc l'ostéoporose, il y a le retard staturo-pondéral, il peut se déposer le fer au niveau du cœur, donc les cardiomyopathies, etc. Donc ça, c'est les différentes complications. Il faut se rappeler de la surcharge en fer, des complications liées à l'hyperhémolyse qui sont l'hypersplénisme, l'infection, surtout les infections, surtout les infections, et le lithiase biliaire. Donc ça, c'est lié à l'hyperhémolyse, et la rate, elle sera plus fonctionnelle. Donc, le patient va développer beaucoup plus d'infections. Donc, le risque infectieux, l'hyperhémolyse, donc les lithiases vésiculaires, l'hyperactivité médulaire, donc formation du tumeur et la surcharge en fer. Et les complications de la transfusion, c'est surtout les infections virales. Donc ça, c'est pour les complications. On arrive à un dernier chapitre qui est le traitement. Comment on traite la bêta-thalassémie? On doit lutter d'abord contre l'anémie et ses conséquences. C'est ça notre but de traitement. Donc, elle va se baser essentiellement sur la transfusion. On va donner du sang pour compenser le déficit en hémoglobine. Donc, généralement, c'est toutes les 3 à 4 semaines des kyloglobulaires, des leucocytes déplaquettés. On doit donner du kyloglobulaire phénotypé filtré. On va voir c'est quoi phénotypé dans le cours des groupes sanguins déplaquettés permettant donc notre objectif, l'hémoglobine doit être aux alentours de 9 à 11 pour permettre une bonne croissance pour l'enfant. Voilà. Ces transfusions exposent à, bien sûr, les complications de transfusion, c'est les infections virales et l'immunisation. L'immunisation, donc c'est pour ça on donne phénotypé. Donc généralement, le sang doit être compatible avec le donneur, avec le receveur, au maximum. Puisqu'il y a donc le traitement, comment raisonner au niveau du traitement? Donc on cite les complications et on traite les complications. S'il y a un traitement pour l'étiologie, on traite l'étiologie. Donc ça, si on suit les complications, il y a complication, la première c'est l'anémie. Donc on traite l'anémie. Comment on traite l'anémie? On donne des transfusions. Il y a des infections, donc on donne une antibioprophylaxie, c'est l'Ospen, Peros à vie, 1 million. Traitement de la carence, puisqu'il y a de l'hémolyse. On a dit quand il y a de l'hémolyse, c'est une augmentation des consommations. Parmi les consommations B12, on va pas parler B12, parce que la synthèse principale de l'ADN, c'est surtout le B9. Donc, il y aura un déficit en B9. Donc, on donne l'acide folique à titre préventif. Un comprimé par jour pendant 15 jours par mois. Voilà. Puisqu'il y a une surcharge en fer, on va donner un chélateur de fer.
on a des spirales, on a l'exjet, fer, etc. Donc, il y a différentes familles de chélateurs de fer. Il faut se rappeler des chélateurs de fer. Quand est-ce qu'on donne chélateur de fer? On dose la ferritine qui est le reflet des réserves du fer. Donc, si on a une ferritine qui est supérieure à 1000, on commence la chélation. Si on dépasse 10 kg globulaires de transfusion, parce qu'on doit faire un dossier et chaque fois on transfuse, on quantifie les kilos globulaires. Si on dépasse 10 kg globulaires, parce qu'un kilo globulaire, il va apporter 200 mg de fer. Après 10 kg globulaires, généralement, on est dans le stade de la surcharge et on doit commencer la chélation. Ces deux cas, quand est-ce qu'on... c'est l'indication de débuter la chélation. En cas de ferritine supérieure à 1000, c'est-à-dire on est au stade de l'hémochromatose, au surcharge en fer, et ou bien transfusion supérieure à 10 kg globulaires. Donc voilà les indications des chélateurs de fer. La splénectomie, puisque c'est le foyer et c'est le principal cimetière des globules rouges. Donc, quand il y a de l'hypersplénisme, donc la rate, elle devient volumineuse, elle va consommer, donc augmentation. Au lieu, le patient, d'habitude, pour le maintenir à 8, 9, à 9, on donne 1 kg globulaire par 3 semaines à 4 semaines. Mais cette fois-ci, le patient, chaque semaine, on rajoute 1 kilo. Donc, il augmente ce qu'on appelle l'augmentation des besoins transfusionnels. Donc, ça, c'est un signe d'hypersplénisme, c'est-à-dire la rate a pris du volume. Donc, elle consomme plus des globules rouges. Donc voilà, donc ça c'est les signes d'hypersplénisme. Donc ou bien apparition d'autres cytopénies, une leucopénie, une thrombopénie, parce que la rate elle va bouffer les autres éléments figurés du sang. Donc on aura l'hypersplénisme. Donc on va indiquer une splénectomie, on va lever le site de séquestration. Donc indication surtout quand l'âge dépasse 5 ans pour éviter les infections encapsulées. Vacciner le patient entre le pneumocoque et entre l'hémophilus, donc pneumovax et hémophilus surtout, et antibioprophylaxie à l'issue. Et bien sûr, un anti-agrégant pour éviter les risques thrombotiques parce qu'il y a augmentation des taux de plaquettes. Voilà. Et il y a l'hydria qui est l'inducteur de l'hémoglobine F. Donc, puisqu'il n'y a pas d'hémoglobine A, donc il y aura on doit augmenter l'hémoglobine F pour permettre plus ou moins d'avoir de l'hémoglobine qui est fonctionnelle et qui va transporter de l'oxygène. Donc, quel est l'inducteur de l'hémoglobine F? C'est l'hydria. Ils ont trouvé que ce antimitotique, c'est un antimitotique, antimitotique, donc il va induire une augmentation de l'hémoglobine F. Donc, c'est l'un des mécanismes d'action donc, de l'hydria. Ils ont trouvé que l'hydria ou l'hydroxyurie qui est utilisée comme antimitotique, donc elle est utilisée pour induire une augmentation de l'hémoglobine F. Donc, on le donne et ça permet d'espacer les transfusions. Donc, ça augmente l'hémoglobine F. Donc, le patient il sera mieux oxygéné qu'un patient bêta-tal sans traitement. Voilà pour le traitement symptomatique. Le seul traitement curatif, c'est la greffe de moelle allogénique. C'est le seul moyen pour obtenir la guérison. Donc tout ça, c'est un traitement qui est symptomatique. On traite les complications. Vous avez vu, il y a de l'anémie, on transfuse. Il y a de l'infection, on donne un traitement prophylactique. Il y a une carence parce qu'il y a un hyperhémolyse, on donne de la BNF. Il y a une surcharge en fer, on chélate. Il y a donc une séquestration qui est augmentée et donc on doit lever l'obstacle, donc on fait une splénectomie. Il y a donc, on peut espacer les transfusions par un inducteur d'hémoglobine F. On donne de l'hydria. Donc tout ça, c'est un traitement symptomatique. Le seul traitement curatif, c'est une greffe de moelle allogénique. Seul moyen pour obtenir la guérison ou bien la thérapie génique. Pour le traitement préventif, qui est très important, très important, très important, c'est par un diagnostic prénatal. Informer la famille à risque. Par exemple, si on a un homme qui est bêta-tal hétéro, on lui propose d'avant qu'il se marie, que sa femme fasse une électrophorèse de l'hémoglobine. Donc voilà, pour dépister les hétérozygotes et informer des différents risques. Parce que de hétérozygotes, il y a risque d'avoir bêta-tal homozygote. Donc voilà pour la bêta-thalassémie. Alpha-thalassémie, quand il y a un déficit en alpha. On ne va pas s'attarder
sur ça. C'est un tableau clinique qui est similaire à la bêta-thalassémie hétérozygote ou bien bêta-thalassémie intermédiaire. Sauf quand il y a une délétion des 4 gènes, donc c'est l'alpha 0 thalassémie, c'est incompatible avec la vie. Donc c'est ça, le plus important, c'est de connaître la bêta-thalassémie. Donc, merci pour votre attention. Et la prochaine vidéo, elle sera sur la drépanocytose. C'est qui est un problème qualitatif de l'hémoglobine. Merci pour votre attention. J'espère que ça a été clair. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.